Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Comme je dis souvent, je commente rarement l'actualité, sauf si c'est pour l'accorder à une thématique ou une question plus large et plus profonde. Et j'imagine que ce qui se passe en Ukraine et plus récemment ce qui se passe en Palestine focalise l'attention de quasiment tous les médias pour diverses raisons, mais quand même. Sûrement parce que 1000 morts sous les bombardements, c'est plus marquant que 10 000 personnes rafalées à la calache ou égorgées à la machette. Mais comme je disais dans ma vidéo sur le destin tragique des Pygmées, je vous invite à la regarder. Le résultat reste le même, c'est 1000 morts d'un côté et 10 000 de l'autre. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas en train de faire de la comptabilité mortuaire, c'est pas mon intention. Et comptez pas sur moi pour vous dire lequel des deux pèse le plus lourd sur ma balance morale, car mourir dans de telles circonstances est une tragédie à mes yeux, quelle que soit la couleur de peau de la victime ou l'endroit où cela se déroule. Bref, avant de passer au sujet principal, je parle de toute l'Afrique, y compris celle du Nord. Eh oui, les Maghrébins, vous êtes aussi africains. Eh ouais. Car dans les années 90, du côté de l'Algérie, qu'on se le dise, ça égorgeait pas mal. Et le tout dans l'indifférence totale et générale. Sauf en France, j'avoue, parce que le GIA avait pris la précaution de nous casser les couilles en posant des bombes. Vigipirate, merci les gars, c'est grâce à vous. Tout de même, je reste atterré d'entendre des gamins d'origine algérienne avoir la rage encore contre la France après la folie fratricide qu'a subi leur pays. Pour faire court, si vous voulez éliminer un Africain, prenez juste un autre Africain pour faire la basse besogne et rassurez-vous, vous n'aurez pas longtemps à trouver parce que les candidats se bousculent pour la traîtrise et la vilainie. Les Occidentaux l'ont bien compris et l'ont toujours pratiqué. Je leur en veux pas car, comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous croyez que les Africains sont restés passifs durant la traite négrière? Vous croyez vraiment que les Africains sont restés inactifs durant la colonisation? Non. On a croqué la pleine dent dans la pomme tout en sachant qu'il y avait des vers à l'intérieur. Que ce soit des peuples comme les Swahili, les Ashanti, les Felata ou encore des dirigeants de royaumes tels que celui du Dahomey ou d'Abomey, ok, ce fut surtout le cas de personnes prédatrices et jalouses de leurs privilèges, préoccupées par la puissance et le prestige et qui s'empressèrent de collaborer avec les Arabes puis avec les Occidentaux. Vous n'avez pas l'impression que ça ressemble furieusement à ce qu'a aussi connu l'Afrique lors des indépendances du XXe siècle? Ne sont colonisés que ceux qui sont colonisables. Les élites africaines n'hésitent pas une seule seconde à marchander leurs frères, leur propre peuple, pour des breloques, des voitures avec chauffeur et quelques coupes de champagne. Que ce soit au Maroc où le roi est entouré par une armée de rapaces encourageant la corruption, ou en Algérie où les généraux ont capturé toute l'économie pour eux, leurs familles et leurs associés, ou encore en Afrique centrale où des présidents élus à vie confondent les finances publiques avec leur tirelire personnel, ces élites vivent le grand train pendant que des milliers, des millions de leurs semblables se jettent sur les routes, crapahutent pour espérer une vie meilleure, le tout pour sortir de la galère dans laquelle ces gars nous ont placés. Vous croyez que c'est nouveau ça aussi? Pas du tout! Dès le XVIIe siècle, nos chères élites africaines échangeaient de la ressource humaine, comme on dit aujourd'hui, contre des armes, des chevaux, du bétail, du textile, mais surtout des choris. C'est l'espèce de coquillage que les Noirs aiment porter sur des bracelets, des colliers ou dans leurs dreadlocks. Cherchez même pas sur ma chevelure, j'en ai pas, je trouve ça moche. À l'époque, ça servait d'équivalent de monnaie, on va dire ça comme ça. Et les Européens disposant de gros navires ainsi que de filets, pour eux c'était le casino. Donc ils ont débarqué, ils sont devenus milliardaires. C'était facile pour eux. Mais pour moi, le tournant, le vrai tournant, est venu avec l'introduction de l'argent en Afrique. Le fric, le vrai de vrai, celui qui est sonnant et trébuchant. Parce que ça a donné à peu près la même chose que l'invention du whisky dans des bleds comme l'Écosse ou l'Irlande. Cela a entraîné des conflits brutaux, des famines et des exodes. Des personnes libres n'hésitaient pas à se vendre eux-mêmes ou à vendre leurs propres enfants comme esclaves afin d'éteindre une dette difficilement remboursable ou d'être socialement réintégrés. Quand on voit la situation au nord Kivu, en Centrafrique, en Libye, au nord du Mali, au Sahara occidental ou encore au Soudan, vous trouvez pas que ça ressemble furieusement à ce que je viens de vous décrire sur ce qui se passait il y a bientôt 400 ans? En tout cas, vous étonnez pas de voir un bac plus 5 d'origine nord-africaine hurler à un autre Africain. Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards! Je le répète, si vous voulez éliminer un Africain, prenez juste un autre Africain pour faire le sale boulot à votre place et vous n'allez pas galérer longtemps à trouver des candidats. J'ai aussi une petite pensée pour les génies du mal qui excitent le tribalisme, pour leur intérêt personnel bien évidemment, comme on a pu le voir en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Guinée équatoriale, et dont la pire caricature s'est déroulée au Rwanda. Car, pour ceux qui l'ignorent, les Hutus et les Tutsis parlent la même langue, le même dialecte, et ont des cultures qui se ressemblent fortement. Et ces ethnies sont de pures inventions de la part du colon de l'époque, en l'occurrence les Belges.
Que ce soit les saloperies qu'ont commis les Tutsis durant l'Ikiza au Burundi en 1972, ou le génocide perpétré par les Hutus au Rwanda en 1994, c'est pas normal que des peuples qui se ressemblent tant se vouent une telle animosité. Alors que dans des pays comme, au hasard, le Gabon, hein. Bref, il y a plusieurs ethnies, et les gens savent pour autant cohabiter sans vouloir raser de près leurs voisins à la moindre contrariété. Pour vous schématiser le truc, prenez 10 personnes. Pour un génie criminel assoiffé de pouvoir, il y aura toujours une bonne âme férue de paix et de justice qui saura se dresser sur son chemin. Le problème en Afrique, c'est les 8 autres personnes. Parce que ces dernières préféreront rester passives, voire s'empresseront de donner un coup de main au génie criminel, afin de récolter une récompense substantielle, souvent sonnante et trébuchante. Mais quand le tyran et son clan tomberont, parce que, sachez-le, ils tombent toujours, rien n'est éternel. Tout le monde se révélera avoir été dans le camp de la résistance dont la bonne âme férue de justice nourrit déjà depuis bien longtemps les asticots. Je vous laisse deviner la raison de son décès, mais petit indice, il n'est pas mort vieux, ni entouré de ses proches. Mais c'est pas grave, il rejoindra les rangs des Mehdi Ben Barka, Ruben Oumiobe, Steve Biko, Eduardo Mondlane, Félix Moumié, Nunes Matoub, Amilcar Cabral et Barthélemy Boganda. On lui érigera une statue et on passera à des choses plus enrichissantes comme la prochaine soirée au Kwilu Bar de Kinshasa, la dernière Lamborghini de Burna Boy ou encore la victoire de telle ou telle sélection nationale à la CAN. S'il fallait caricaturer l'Afrique et les Africains, ce serait comme des gens en train de s'enjailler, de se réjouir sur une piste de danse pleine de sang à l'intérieur d'une discothèque livrée aux pillards et aux flammes. Mais après, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des choses qui avancent bon gré, mal gré en Afrique. On oublie vite que ça fait que 60 ans que ces pays sont indépendants, que certains ont dû lutter pour obtenir leur indépendance, qu'ils doivent adopter un modèle déjà préexistant, en l'occurrence la démocratie libérale à l'occidentale, et surtout qu'on attend de leur part qu'ils rattrapent leur retard, notamment sur le plan économique. Ouais, vous me direz que des pays asiatiques ont réussi cette mue, mais c'est pas forcément ce que vous croyez. Un bled comme la Corée du Sud, par exemple, partait avec un PIB inférieur à celui de la Côte d'Ivoire dans les années 50, et a refait son retard depuis pour finir 13e puissance mondiale au niveau du PIB. Et pendant ce temps, la première puissance économique africaine, en l'occurrence l'Égypte, pointe à la 20e place. Mais je pense que, vous devez sûrement l'ignorer, mais les premières élections démocratiques en Corée du Sud ont eu lieu dans les années 90. Et pendant quasiment 40 ans, ils ont vécu sous un régime autoritaire qui a bazardé à tour de bras les enfants à l'adoption et a transformé les citoyens en travailleurs dont le statut était pas très loin de celui d'esclaves. D'où le fait que, malgré son image sympathique, la Corée du Sud possède le taux de suicide le plus élevé parmi les pays dits développés, soit 27 suicides pour 1000 habitants, mais aussi un taux de fécondité de 0,72%. C'est le prix à payer pour le progrès, les gens. Prix que peu d'Africains sont prêts à payer et que peu de dirigeants africains sont aptes à faire payer. Les Européens aussi sont passés par là. Vous croyez que Germinal, c'est quoi? Et pour cela, faudra se mettre au boulot. Et là, ça paiera pas pour tout le monde, du moins pas dès le début. Mais c'est la seule manière de faire passer des paliers à la nation. Et les seuls que j'ai entendu dire ça étaient Thomas Sankara, Samora Machel et Patrice Lumumba. Et comme ceux que j'ai cités juste avant, ils n'ont pas connu une mort des plus paisibles. Force est de constater que l'Afrique bouge, change, et c'est pas à moi de donner des bons points d'africanité à qui que ce soit. Je me suis senti con en 2013 quand un collègue m'a posé la question si je savais combien de pays il y avait en Afrique. J'ignorais totalement. Et il m'a répondu 52. Depuis, le compte est monté à 54. Et j'avoue que je porte un regard plus attentif et plus attentionné sur le continent. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait davantage de Julius Nyerere, de Gabriel Lisette, de Jerry Rawlings, de Nnamdi Azikiwe, de Gamal Abdel Nasser ou de John Magufuli, car l'Afrique a beaucoup trop produit et connu des cinglés sanguinaires comme Jean Bedel Bokassa, Idi Amin Dada, Massias Nguema, Samuel Doe, ou des héros de l'indépendance qui se sont petit à petit mués en véritables despotes, comme Léopold Sédar Senghor, Robert Mugabe, Sékou Touré, Fulbert Youlou, ou encore Kwame Nkrumah. Mais pour cela, faut que les gars puissent demeurer longtemps et tranquilles au pouvoir sans craindre un coup d'état lors d'un voyage à l'étranger par exemple, ou de la part d'un capitaine au tempérament un peu trop chaud et qui, sur un coup de sang, veut prendre le pouvoir. Et lors de l'exercice, qu'ils œuvrent et dirigent pour le bien du plus grand nombre, et non pas pour leur clique, leur famille, leur tribu, leur ethnie, non. Raison pour laquelle ils ont été élus, non? N'est-ce pas? Pour œuvrer au plus grand nombre. D'ici là, on assistera toujours à la même indifférence,
au même mépris, au même asservissement, à la même détestation, à la même souffrance. On aura beau accuser le blanc d'être à la racine de tous nos maux, alors que la plupart du temps, c'est de notre fait. On y est pour quelque chose où on est impliqué dans l'histoire. Qu'on soit clair, une fois le blanc parti lors des indépendances, certains d'entre nous se sont vite empressés de le remplacer pour occuper un fauteuil, avoir la voiture avec chauffeur, la résidence de fonction et donner de la chicotte sur les semblables. Je le répète, je m'adresse à tous les Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Faut pas croire que parce qu'on est né ou qu'on a grandi en Occident, qu'on est meilleur que ceux restés au pays. Je dirais même qu'on est pire, car on a pris ce qu'il y a de plus déplorable ici, et qu'on a gardé ce qu'il y avait de plus archaïque là-bas. Des vrais déracinés qui courent après l'amour, la reconnaissance et la validation de deux pays, tout en prenant exemple sur des dégénérés du désert ou des ghettos américains. Au lieu de vous balader avec des drapeaux ou des habits traditionnels, prenez le temps de savoir, de vous cultiver, de mieux connaître l'histoire de votre pays d'origine. L'Afrique n'est pas bonne qu'à produire de la pauvreté, de la guerre, du migrant ou encore du dictateur. Faites-lui honneur. Faites-vous honneur. Au même titre que l'Europe, l'Afrique a son lot de souffrances, d'échecs, de ratés, mais elle a aussi su produire de grands hommes, de grandes choses. Elle recèle de richesses naturelles, humaines, spirituelles. Il suffit juste de les voir, d'y croire, mais aussi de retenir la leçon, de ne pas répéter les erreurs passées et de définir un chemin qui nous soit propre, tout en s'inscrivant dans la grandeur et la prospérité. Pour conclure, je citerai Pape Diouf, un vrai de vrai. Savoir d'où l'on vient permet de ne pas se tromper sur soi-même. Et on ne peut pas prétendre connaître les autres si l'on ne se connaît pas soi-même. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.